Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de l'association Art Fact, un épisode dans lequel nous accueillons Ellie Noah, une artiste qui va nous parler de son parcours scolaire et universitaire et qui va nous donner plein de conseils aux artistes qui va leur permettre d'évoluer dans leur carrière. Je vous souhaite une bonne écoute. Du coup, bonjour et bienvenue dans le podcast de l'association Art Fact. Bonjour, ravie d'être là. Merci. Alors, on va commencer par une question assez simple. Est-ce que tu peux te présenter? Enfin, qui es-tu derrière le micro? Derrière le micro, là je suis derrière le micro de l'association Art Fact, mais ça m'arrive aussi des fois d'être derrière le micro de la chanteuse. Donc je m'appelle Ellie Noah, en tout cas, enfin je m'appelle pas vraiment Ellie Noah, mais en tout cas mon nom de scène c'est Ellie Noah, et je suis chanteuse, compositrice. Voilà, j'ai sûrement d'autres casquettes dont on parlera au fur et à mesure, mais en tout cas essentiellement ça. Est-ce que tu peux nous dire comment la musique et le chant sont rentrés dans ta vie? Est-ce qu'il y a eu un déclencheur spécifique ou c'est un autre événement? Le chant, la musique en général a toujours fait partie de ma vie parce que ma mère est chef de chœur et musicienne. Et du coup, dès même sa grossesse, ça c'est un peu de l'ordre de la légende familiale, mais disons qu'elle a été immobilisée pendant les derniers mois de sa grossesse. Et en fait, tout ce qu'elle faisait, c'était être allongée sur un lit et écouter de la musique. Et du coup, j'aime bien imaginer que j'ai vraiment baigné là-dedans avant même de sortir et de voir le monde. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui a fait partie de ma vie très tôt parce que, étant pédagogue et étant passionnée de chant, en fait, on communiquait aussi vachement par son, par chant. Enfin, j'ai vraiment baigné dedans dès ce moment-là. Et puis, dès l'enfance, il y avait le piano à la maison que j'allais explorer. Enfin, ça a vraiment fait partie un peu de mon développement d'enfance. Donc, ouais, y a pas, la musique n'est pas vraiment rentrée, elle s'est toujours imposée comme une évidence. Trop bien. À quel moment tu t'es dit, c'est ça que je veux faire de ma vie, c'est la musique ou le chant que je veux faire dans ma vie? Alors, ça a toujours été un. Je pense que c'est toujours quelque chose que j'ai voulu faire. Dès enfant, je sais que quand on écrivait avec, je sais pas, ma cousine, on écrivait qu'est-ce que tu veux faire plus tard, je vais être chanteuse. Enfin, c'était un peu le fantasme de l'enfance. Donc voilà, il y a des enfants, ils veulent être astronautes et moi je veux être chanteuse. Mais je pense que ça s'est vraiment concrétisé. En fait, il y a eu ce moment où quand j'ai eu mon bac, je savais pas trop vers où m'orienter parce que j'avais un profil assez généraliste, j'étais intéressée par plein de matières différentes. Et en même temps, je voyais pas trop. Enfin, mes parents tenaient quand même à ce que je fasse des études et j'arrivais pas vraiment à identifier la voie qui me permettrait de faire le type de chant, d'écrire le type de musique que j'avais vraiment envie de faire. Parce que, à ma connaissance, la seule voie qui existait, c'était celle des conservatoires classiques. Et du coup, pour moi, il fallait avoir déjà un haut niveau de compétence dans un instrument, ou alors faire du chant lyrique, ce qui n'était pas du tout le genre de chant que je faisais. Et puis surtout, il fallait être très très bon en solfège. Et en fait, moi, du fait de mon développement artistique, la musique, ça a toujours été quelque chose de très instinctif. Et j'avais pas le niveau de solfège requis, parce que juste, j'ai jamais eu besoin. En fait, j'ai surtout fait d'oreille et ça convenait. Et donc, en fait, il y avait pas. La voie s'est pas vraiment ouverte à ce moment-là. Et c'est seulement plus tard, en fait, après que j'ai fait des études. Et je me suis retrouvée dans un groupe semi-professionnel, un peu sur mon temps libre avec notamment une chanteuse qui m'expliquait qu'elle était en formation spécifiquement jazz. Et c'est des cursus qui ont ouvert en fait entre-temps, entre le moment où j'ai passé mon bac et c'était à peu près 5-6 ans après. Et c'est là que je me suis dit, ah mais en fait c'est possible d'avoir vraiment un cursus d'études spécifique jazz. Et c'est là que du coup j'ai arrêté le travail que j'étais en train de faire et je me suis réorientée et je me suis inscrite au conservatoire en jazz. Trop bien. Du coup, tu as un petit peu donné la formation justement qui t'a permis de concrétiser ce rêve. C'est donc le conservatoire spécialité jazz. Et est-ce que tu as fait d'autres formations après ou pas forcément pour compléter? Oui, après donc j'ai fait 2 ans en ce qu'on appelle le DEM au conservatoire de Bobigny en jazz. Et après j'ai complété ça par le CNDL où j'ai fait une formation professionnelle, pareil en 2 ans. C'est une école qui est située un peu en dessous de la banlieue parisienne, mais
enfin, disons que c'est d'un meilleur niveau que le DEM. Et là, ce qui est super avec cette école, c'est que, étant donné que c'est pas à Paris, on habite sur place, presque, on passe tout notre temps à l'école, à jouer, à sessionner, on rencontre plein de gens. Enfin, on est vraiment dans une espèce de bulle, en fait, où on fait que de la musique tout le temps. Et moi, c'est vraiment une formation qui m'a beaucoup plu parce qu'au-delà du fait qu'il y a des super professeurs et que c'est très complet et qu'on aborde plein d'aspects de la musique, oreilles, rythme, différents styles, différents instruments, enfin voilà, c'est une approche assez généraliste, mais en même temps qui permet d'aller très loin dans la spécialisation jazz. Et en même temps, c'est aussi là qu'on fait toutes les rencontres qui vont nous rester tout le reste de notre vie en fait. Et il y a aussi des musiciens que j'ai rencontrés là-bas avec qui je joue encore maintenant. Trop bien. Et est-ce qu'on peut faire un petit zoom sur ton parcours professionnel? C'est-à-dire que j'imagine que tu t'es beaucoup produit et que tu as fait d'autres choses à côté en tant que musicienne. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Comment ça, d'autres choses à côté? C'est-à-dire que je sais que par exemple certains, enfin je prends l'exemple de mes profs de formation musicale, elles sont en train de formation musicale mais à côté elles sont musiciennes, elles se sont produites un petit peu partout. Donc voilà, voilà. Oui, alors ouais, en fait moi ça fait un peu plus de 10 ans maintenant que je suis intermittente. Et ça fait 10 ans que je suis sortie de cette école, donc voilà, ma carrière fête son 10e anniversaire cette année. Et je dirais que mon point focal, en fait, c'est vraiment, il y a vraiment deux casquettes, c'est à la fois écrire de la musique, donc essentiellement pour mes propres projets, mais aussi de plus en plus pour d'autres projets, enfin, par le biais de commandes d'écriture, de festivals, d'ensembles, de choses comme ça. Et puis sinon, c'est effectivement me produire sur scène. Et pareil, surtout en ce moment avec mes projets, donc les groupes pour lesquels j'écris de la musique, et occasionnellement avec des groupes pour lesquels je suis juste appelée en tant que chanteuse. Et j'ai beaucoup fait aussi le fait de chanter pour d'autres groupes. Je le fais moins maintenant, je me concentre plutôt sur mes propres projets. Et donc ça, c'est vraiment l'essentiel de ce que je fais, ça tourne autour de ça. Et à côté, mes autres casquettes, on va dire, je fais un petit peu d'enseignement. Donc j'ai 2 heures au CERF de Paris d'enseignement et je suis intervenante aussi au CMDL, donc j'y vais ponctuellement, enfin 6 fois par an, à la fois pour des ateliers et pour la classe de chant. Et donc oui, ça ne représente pas une grosse partie de ce que je fais, mais j'aime bien garder quand même ce petit côté de transmission quelque part. Et à côté de ça aussi, j'ai beaucoup de responsabilités, on va dire, plus de l'ordre de la gestion, l'administration, parce que j'ai une association de production avec laquelle je travaille et dans laquelle je suis directrice artistique. Et du coup, ça me demande aussi pas mal de temps, enfin, de mettre la main à la pâte un peu à toutes les missions de comment faire exister cette association qui produit mes projets, donc aller chercher des financements. Enfin voilà, c'est plein de choses, enfin un peu la vision stratégique de comment développer en fait cet asso. Et puis après j'ai des responsabilités aussi parce que je suis vice-présidente de Grand Format, qui est une fédération de grands ensembles. Et puis de temps en temps je suis membre de commission au CNM, à la Spedidam, enfin voilà, j'ai d'autres casquettes plus ponctuelles, ça et là, un peu dans le monde institutionnel de la musique. Donc ouais, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de choses. Ça fait pas mal de casquettes. Est-ce qu'à un moment de ton parcours, tu as eu un moment de doute ou une étape difficile qui t'a fait dire oh, peut-être que soit je vais me calmer, soit je vais changer de cursus ou... Alors, je pense que le moment qui a été le plus difficile, en fait, pour résumer, quand j'ai commencé à arriver dans ce métier vraiment, donc en sortant de l'école il y a 10 ans, je dirais que chaque année était mieux que la précédente. Enfin, il y avait un peu ce côté, ok, je me lance, et puis bon, bah voilà, on commence de là où on est, et puis en fait, l'année d'après, on a un peu plus de concerts, on a un peu plus de reconnaissance. Enfin, j'avais l'impression à chaque fois d'aller un petit peu plus loin dans ce que j'accomplissais. Et en fait, ça s'est un peu inversé quand il y a eu évidemment les années Covid, qui en elles-mêmes étaient très étranges, mais enfin, je les ai pas tellement vécues de plein fouet parce que finalement tout le monde était dans le même bateau, donc on ne s'est pas vraiment posé la question de pourquoi est-ce qu'on restait à la maison, enfin tout le monde le faisait. Et en plus, j'avais la chance à ce moment-là de faire partie de l'ONJ, donc l'Orchestre national de jazz,
Et contrairement à plein d'amis intermittentes qui se retrouvaient un petit peu lâchés parce que en fait on est un peu travailleur indépendant quand on est intermittent, donc d'un coup on n'a plus de cachet. Alors heureusement il y a eu le truc de l'année blanche, mais à l'époque on n'était pas sûr que ça allait avoir lieu. Mais étant donné que j'étais dans l'ONJ, c'est quand même une institution qui est financée par des fonds publics, qui a un budget conséquent, et ils nous ont pas laissé dans la nature en fait. On a eu du chômage partiel, et même en 2021, on a pu monter une création. Alors on était tous avec nos masques, on se faisait tester tous les matins, enfin c'était un peu... il y avait toute une organisation, mais là où personne travaillait, en fait nous on travaillait pas mal. Donc moi j'ai eu la chance pendant les années Covid de continuer en fait une activité d'artiste qui était assez prolifique. Mais par contre c'est après, à partir de 2022, et moi je pense que le moment vraiment difficile il est arrivé à partir de là, fin 2022, début 2023, parce que là j'ai vraiment senti que cette trajectoire un peu ascendante que j'avais eu la chance de vivre, je sais pas, on va dire entre 2015 et 2020, quoi, et ben là, elle s'est complètement inversée parce que les projets que je faisais à cette époque-là, c'était notamment un grand ensemble que j'ai monté, donc pareil, il y a 10 ans. On était 15 musiciens et musiciennes. Et en fait, un projet comme ça de jazz de création assez créatif, qui est dans une esthétique qui n'est pas non plus de la musique festive, enfin voilà, c'est vraiment une niche. Et autant des projets comme ça avaient la place d'exister à l'époque, et l'orchestre a pas mal joué à une certaine période, autant en 2022, avec la frilosité des programmateurs, avec le fait qu'il y avait un peu le contre-coup financier du Covid, où d'un coup il n'y avait plus d'argent, les festivals qui fermaient, enfin bon, il y avait une espèce de conjoncture où clairement un projet comme ça n'avait absolument pas de place pour exister. Et je pense que ça a été très dur ce moment-là parce que en fait je ne l'ai pas forcément bien anticipé. Et j'étais encore dans un genre de déni peut-être en me disant ouais non mais il est super ce projet, on va réussir à faire des choses. En fait on n'a vraiment pas du tout réussi à faire des choses. Et moi c'est un projet qui était, pour moi c'est un projet multidimensionnel. Enfin déjà le fait que c'est un grand ensemble, c'est une écriture dans laquelle je me suis vraiment investie énormément. C'était un projet en plus qu'on a monté en 3D sonore, donc ça veut dire qu'il y avait un dispositif technique pour faire exister le son en 3D. Enfin voilà, c'était tout un projet de recherche aussi qui allait avec le projet musical. En plus, moi j'avais fait un jeu vidéo qui est sorti en marge de l'album. Donc, en tout cas, c'est vraiment une création un peu à 360 degrés, à tous les sens du terme, dans laquelle je m'étais énormément investie. Et le fait qu'une fois qu'on a sorti le disque, on l'a presque plus jamais joué, ça a mis un coup d'arrêt un peu, et je me suis dit, oh, mais c'est dur quoi, d'avoir autant investi, d'avoir fait un peu ce truc hors norme, en plus qu'on a enregistré en Allemagne, parce que justement il y avait les budgets du Covid, donc il y avait bizarrement un petit peu d'argent pour ça. Et en fait, d'un coup, il n'y avait plus rien, et le projet s'est arrêté vraiment du jour au lendemain. Et ça, je pense que ça a été dur, et j'ai mis quand même assez longtemps avant de rebondir et de me dire, ok, là, il faut que je réfléchisse un peu à est-ce que je veux continuer, comment, voilà. Et j'ai mis vraiment longtemps aussi à trouver en fait, j'ai relancé un projet que j'avais avant, comme un peu une transition, et j'ai mis longtemps avant de re-avoir l'envie d'écrire, de monter quelque chose de nouveau, et pas que, entre-temps, j'ai fait, mais en tout cas, je me souviens, il y a vraiment eu cette période où j'allais pas bien, on peut le dire vraiment honnêtement. Et voilà. Bon, après, je dis pas que tout est rose aujourd'hui, et je pense que d'une année à l'autre, les choses vont pas du tout en s'améliorant. On en parlera un peu après, je pense. Mais voilà, je dirais la pire période, c'était à ce moment-là. D'accord. Et à l'inverse, quelle est l'expérience positive qui t'a le plus marqué dans ta carrière? Je pense que j'ai eu beaucoup de chance de faire partie de l'ONJ, justement. J'ai été très heureuse que Frédéric Morin, quand il a monté son projet d'ONJ, là, qui s'est terminé à la fin de l'année dernière, m'ait appelé pour faire partie d'une des créations inaugurales. Et du coup, j'ai eu la chance d'écrire de la musique aussi pour ce programme-là. Et on l'a beaucoup joué dans des endroits super, comme, je sais pas, Radio France, la Cité de la Musique, et puis un peu partout dans des grandes salles en France. Et on a même fait une tournée en Roumanie, en Bulgarie. Et du coup, de faire partie de cette aventure-là avec des musiciens de ce calibre, musiciens et musiciennes, je dis ça parce que c'est un orchestre paritaire, donc on était 50% de femmes, 50% d'hommes.
de cette qualité-là, de ce calibre-là, et avoir vraiment un genre d'esprit de groupe, et sur un aussi grand ensemble, parce qu'on était peut-être 18 ou 19, et ben c'était vraiment une chouette expérience. Et évidemment, bon, mon propre grand ensemble, je pense que c'était aussi une super expérience, parce qu'il y a quelque chose de très touchant d'avoir monté cet orchestre vraiment à la sortie de l'école. Enfin, je crois que quand je l'ai monté, j'étais même encore à l'école. Et puis un peu d'avoir grandi avec tous ces musiciens, ces musiciennes. Il y en a quelques-uns qui ont été renouvelés au fur et à mesure des années, mais globalement il y avait un peu ce noyau dur de gens, et de les emmener de vraiment, on est à l'école et on répète dans les salles de classe entre deux cours, et à quand même jouer dans des super endroits où on a eu la chance d'aller jouer, quoi. Donc ça c'était émouvant aussi, plus sur la durée, mais c'était marquant aussi, ouais. Maintenant, on va passer un petit peu à une autre casquette de ton métier. En gros, la formation que tu as mis en place pour aider les artistes. Donc, est-ce que tu peux nous en parler et comment et déjà quel est le sujet de cette formation et comment cette idée est née? Alors cette idée justement, elle est née pendant le confinement, un peu parce que j'avais du temps, parce que du coup tout le monde avait du temps vu que c'était le confinement, et enfin pas le confinement lui-même, mais en tout cas le déconfinement, c'est-à-dire peut-être à l'été 2020 en fait, au moment où on a pu de nouveau se fréquenter les uns les unes les autres. Mais en fait ça venait surtout du fait que, si je reprends le truc un peu avant, mais donc c'est une formation pour aider les artistes à se structurer. Et en fait, la nécessité de se structurer, c'est quelque chose qui m'est apparu assez vite, dès que je suis sortie de l'école, parce que d'une part, comme je disais tout à l'heure, j'ai fait des études avant de faire de la musique, et j'ai fait un master de sciences politiques, donc j'étais à Sciences Po Paris. Et je pense que le fait d'avoir fait ces études-là, ça m'a aussi sensibilisée à, on va dire, un aspect un peu administratif des choses, du fonctionnement des institutions, de l'État. Alors évidemment, là, c'est plus appliqué au secteur de la musique, mais je pense que j'étais un peu plus sensibilisée par rapport à un parcours d'artiste plus classique, qui se concentre sur être très bon dans son instrument et jouer avec d'autres personnes, mais qui voit pas un peu le truc un peu plus général de en fait qui fait partie de cet écosystème, qui finance quoi, comment est-ce que les choses peuvent exister, pourquoi elles sont comme ça et pas autrement. Et donc moi je m'y suis intéressée assez tôt, et d'autant plus que comme j'ai voulu monter mon grand orchestre, en fait, assez vite, après avoir donc fait ces fameuses répétitions à l'école, et avoir commencé à jouer, donc les premiers concerts qu'on a fait c'était au Baiser Salé, hein, donc je sais pas si vous voyez, le Baiser Salé, c'est, je sais pas, on avait viré des chaises, hein, parce qu'on ne tenait pas tous sur la scène. Non. À l'époque il était dans l'autre sens, mais donc on avait mis, il y a un quatuor à cordes dans l'orchestre, il était carrément dans les premiers rangs du public à la place des chaises, mais voilà, donc on a fait peut-être 4-5 concerts au Baiser Salé. Et en fait, au bout d'un moment, on s'est dit, enfin moi je me suis dit, mais en fait là, ils sont bien sympas les gens de l'orchestre de faire tout ça bénévolement, parce qu'il y a ce truc évidemment un peu on s'engraine un peu les uns les autres, on est trop contents de faire ça, il y avait un truc très de grande camaraderie. Mais à un moment, je me suis dit, si j'ai envie de professionnaliser cet ensemble, je peux pas demander à mes copains, qui sont par ailleurs des super musiciens, mais de continuer à répéter tout le temps gratuitement, et puis si on doit enregistrer un disque, j'ai pas non plus envie de les emmener en studio sans les payer. Il y a un moment, il faut qu'on commence à faire de la musique, on a tous envie d'être professionnels. À un moment, moi si j'ai envie de les embaucher dans mon projet, il faut que je sois en mesure de leur offrir des conditions professionnelles. Et du coup, ça a été un peu une nécessité. Donc c'est là que je me suis rapprochée de grands formats, et que j'ai pu être au contact de gens qui, eux, avaient fait ce parcours-là, c'est-à-dire, en gros, créer une association pour produire leurs projets, et puis demander des financements publics, et puis des sociétés civiles, juste faire tomber en gros de l'argent pour aider au développement d'un projet. Et donc au début, c'est quelque chose qui est super obscur quand on est musicien. Je me souviens même au CNDL, on avait quelques cours dans l'année, pas beaucoup, peut-être un ou deux, où il y avait la directrice de l'école qui venait nous expliquer des choses sur les subventions. Mais moi je me souviens que vraiment ça me paraissait totalement... Je me sentais pas concernée en fait. Parce que quand on est à l'école, ce qu'on se dit c'est... en fait, moi ce que j'ai envie c'est de faire de la musique avec mes potes, et puis déjà si on a un concert dans le bar du coin c'est déjà pas mal. Là on est en train de nous parler, oui alors les subventions, ou si vous avez un minimum de 5 concerts,
t'es là, je sais pas, moi, si j'irais 5 concerts, déjà j'en ai un dans un mois, c'est déjà pas mal. Et puis, enfin, il y a un truc, ça paraît très lointain. Et puis surtout, c'est un peu expliqué en partant de quelque chose d'assez abstrait et pas du concret de voilà, ma vie c'est ça, et comment est-ce que à partir de là où j'en suis, même si ce truc il est là et il va me servir un jour, mais comment est-ce qu'on va de là à là. Ouais. Et donc, grâce au fait de côtoyer ces gens de grand format, et puis aussi de mon côté de comprendre certaines choses, de me renseigner, enfin un peu d'aller grappiller des infos à droite à gauche, j'ai fini par comprendre un peu comment ça fonctionnait, et une fois que j'avais monté mon association, à commencer à aller chercher des sous. Et puis en fait c'est quelque chose qui s'est au fur et à mesure, en fait j'ai de mieux en mieux compris comment le système fonctionnait, et en fait je suis un peu devenue malgré moi la référence dans mon cercle d'amis, celle à qui on appelait, on passait un coup de fil pour dire hey, comment t'as fait pour faire ça, attends j'ai un problème avec ça, et du coup moi je répondais parce que j'avais envie de partager mon savoir, mais à un moment je me suis dit en fait j'ai quand même accumulé beaucoup de savoir et du coup au début c'est vraiment parti de si ça vous dit, on prend un café et on en parle et vous me posez toutes vos questions en même temps, et je vous explique des trucs que j'ai compris. Et au début, c'était quelque chose de très très informel. Et voilà, donc on prenait un peu des apéros, c'était pas des apéros, c'était plutôt des tisanes, mais pendant le confinement. Et après, en fait, j'ai vu qu'il y avait une vraie demande et que les gens avaient vraiment besoin de monter leur niveau de compétence là-dessus. Et du coup, au fur et à mesure des années, donc là ça fait 6 ans que je le fais, donc c'est la 6e formation là, que je lance cette année, mais j'ai quand même vraiment, c'est devenu un vrai cours avec un parcours, c'est un cours assez précis avec des compétences à transmettre dans un certain ordre, des cas pratiques, des choses, enfin voilà. Donc c'est venu un peu de la nécessité, et puis en fait je me rends compte que, c'est vraiment une croyance que j'ai, que c'est compliqué aujourd'hui si on veut avoir de la liberté artistique, qu'on n'a pas envie de se plier à soit être obligé du coup pour faire ses cachets d'aller faire je sais pas de l'événementiel, de travailler pour des groupes qui nous plaisent pas tant, en gros de faire des compromis sur ce qu'on veut faire. Si on veut garder de la liberté artistique et qu'on veut quand même ne pas sacrifier nos conditions de travail, honnêtement, je ne connais pas d'autre façon de faire que de faire comme ça. Parce qu'aujourd'hui, les intermédiaires qui étaient censés dans le temps s'occuper des artistes, pour leur permettre d'être que des artistes et s'occuper de ça, en fait, ces intermédiaires, ils ont disparu. Donc je parle des labels, des tourneurs, des boîtes de production, tout simplement parce que le jazz est devenu tellement une niche artistique, il y a tellement plus d'argent à se faire dans ce secteur, qu'en fait il en reste, mais il en reste tellement peu par rapport au nombre énorme d'artistes, en plus des jeunes artistes avec des super projets, il y en a plein. Et en fait il y a juste un truc, ces gens-là en fait ils vont s'occuper des artistes quand les artistes ont déjà émergé, ont déjà construit leur réseau, sont déjà capables de remplir les salles. Alors au final, pour pouvoir arriver à ce stade-là de bien, ils ont besoin d'aide, quoi. Exactement. Et en fait, tu peux pas passer de là à là sans, moi en tout cas, je sais pas comment faire autrement, sans avoir quand même construit ton truc. En tout cas, c'était possible il y a longtemps, mais aujourd'hui, c'est plus possible. Donc voilà. Donc c'est un peu l'idée de cette formation, c'est de dire, je vous donne les outils pour construire en fait. Alors ça se fait pas du jour au lendemain. Je dis toujours, c'est sur horizon de 5 ans. En 5 ans, en tout cas, de mettre en place certaines choses administrativement qui fait que tu vas pouvoir, quand tu montes un projet, payer tes répétitions, être payé à tous tes concerts, même si tu joues dans un club, des choses comme ça. Et peut-être que ça te permet, tu peux écrire la musique que tu veux, du coup, t'es pas obligé de te dire, il faut que j'écrive que de la musique qui correspond à une certaine attente pour me faire programmer par là. Non, tu peux faire des grands ensembles, des moyens ensemble. Peut-être pas les grands ensembles parce que ça devient compliqué aujourd'hui. Je dis ça, j'adore les grands ensembles, mais c'est... Après, je ne vise personne, mais j'ai l'impression que les directeurs de salles deviennent de plus en plus compliqués en termes d'acceptation de projets, d'artistes, quoi. Oui, alors après, eux, ils diront qu'ils ont leurs propres problématiques aussi, et je pense qu'ils ont raison. Je pense que chacun a aussi ses contraintes à respecter. Mais le fait est qu'aujourd'hui, avec la manne financière qui existe, en fait, aujourd'hui, il faut que les artistes soient en mesure d'un peu être autonomes,
parce qu'ils peuvent pas. Et puis en plus, moi je pense qu'ils n'ont pas vocation à être pris en charge aussi par les salles, parce qu'il y a certaines salles qui vont dire oui, mais nous on va faire des dispositifs d'accompagnement d'artistes, on va former. Enfin, comme si les lieux de programmation voulaient eux-mêmes s'occuper de former les artistes et de les produire. Mais pour moi, c'est pas leur rôle, parce que en fait, c'est nous qui faisons de l'artistique en fait. On est les artistes. Non, mais moi je parlais même de, par exemple, exemple bidon, si je veux me produire, disons que je suis artiste, j'ai envie de me produire dans telle salle, pour pouvoir avoir une ou deux dates dans cette salle en ayant toute la structure derrière et tout pour régler mes problèmes administratifs, je trouve que c'est assez compliqué d'avoir déjà des réponses Évidemment, de la salle. Ou même si c'est un non, c'est pas grave, hein, mais au moins avoir juste une petite réponse. Et après, quand on a une réponse, je sais que je suis déjà tombée sur une salle qui oui on vous rappelle pendant 2-3 semaines. Et c'était tous les jours on vous rappelle. Donc voilà, c'est cette difficulté là. Déjà le côté administratif est très compliqué. Si en plus en termes de réseau ça reste compliqué, c'est encore pire, je trouve. Oui. Et ça, en fait, pour moi, ça c'est presque un autre problème. En fait, parce que ça, c'est pas quelque chose dont on parle en formation, parce que je pense que personne n'a vraiment les clés, la formule magique pour faire plein de dates. Je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, ce milieu, il est clairement très bouché, et ça nécessite beaucoup de résilience, de continuer à exister, de faire d'être là depuis quand même longtemps, d'être identifié par le milieu, par les médias, par les salles. En fait, ça demande du temps. Et je pense même qu'aujourd'hui, c'est un peu cynique de dire ça, mais presque les salles, elles attendent un peu de voir qui va. Comme s'il y avait cette espèce de lac de propositions avec plein de poissons à l'intérieur. Et presque il y a un moment où on se dit ok, c'est qui c'est qui va rester. Qui c'est qui va survivre en fait plus longtemps que les autres et qui. Enfin, je sais pas. Ouais. Moi, des fois, quand je suis déprimée à cause de ça, parce qu'effectivement, c'est un vrai truc, hein, quand on envoie 100 mails de démarchage, on a peut-être 3 réponses. Alors aujourd'hui, moi, je pense que je travaille mieux qu'avant et j'en envoie un peu moins, plus ciblé sur des gens que je sais qui m'ont identifié, qui me connaissent, avec qui il y a une certaine relation. Donc heureusement, je n'ai pas 3% de taux de réponse, j'en ai beaucoup plus. Mais ça ne va pas forcément déboucher sur des concerts, c'est juste un peu travailler les réseaux, entretenir les relations. Mais je me dis quand même, c'est un peu le mantra de se dire il faut tenir, quoi. Il faut continuer à être là, continuer à monter des projets, à montrer qu'on existe, à le faire sincèrement, avec qualité, parce qu'il y a aussi un truc, c'est que on n'est pas, les artistes, c'est pas seulement ils ont du talent, c'est aussi un artisanat, c'est aussi un savoir-faire. Moi j'écris de la musique et il y a un savoir-faire dans le fait d'écrire de la musique, de savoir comment écrire pour tels instruments, de comment penser une forme musicale, l'harmonie, tout ça. En fait, on n'est pas, c'est pas juste je suis artiste, j'ai un truc à dire, Et donc de montrer en fait ce savoir-faire-là, cette capacité à porter des projets, à les emmener au bout, cette vision artistique. Et ça, je pense que je sais pas, en tout cas j'essaye de me dire que si je continue à le faire avec sincérité et force et sans me décourager d'année en année, au bout d'un moment ça va finir par payer, même si le milieu il se rétrécit et c'est de plus en plus dur. Mais en tout cas c'est la seule chose que je me dis, quoi. Parce que sinon c'est trop aléatoire et sinon on se... faut quand même garder cette constance dans ce qu'on fait, quoi. Alors, quels sont, justement, tu nous as parlé de ta formation, quels sont les retours que tu as eu des différents artistes que tu as pu accompagner ou former? Alors, heureusement, j'ai eu des bons retours. Alors, il y a quand même entre guillemets, moins bon retour, c'est plutôt des gens qui se rendent compte qu'ils ont fait cette formation un peu tôt. Oui. Et souvent qui reviennent, parfois même qui la refont une deuxième fois, parce qu'ils se disent, en fait, quand je l'ai faite, j'avais pas vraiment encore mon projet qui était opérationnel, je savais pas trop où j'allais, j'avais envie d'avoir les connaissances globales, ce que j'ai eu, mais toutes les choses vraiment opérationnelles, j'ai pas pu les appliquer sur le moment, et c'est tellement quand même un peu compliqué. Si on va passer en pratique tout de suite, après on oublie, et puis les choses changent aussi. C'est comme, j'imagine, quand tu apprends à conduire et puis qu'en fait tu conduis pas pendant 2 ans, t'es pas très serein quand tu reprends le volant après. Et voilà. Mais sinon, globalement, non. En fait, les gens qui font cette formation justement au bon moment, qui ont un projet concrètement, souvent quand même ça leur change la vie, parce que entre être artiste,
sans association, ou alors juste s'en servir pour faire rentrer l'argent du contrat et faire des cachets, bah c'est vraiment sous-utiliser les possibilités offertes par ça en fait. Et dès qu'on commence à comprendre un peu comment faire tomber des sous pour ces projets, et ben du coup on peut, même si le concert n'est pas bien vendu, déclarer tout le monde, donc forcément tu fais plus de cachets, tu montes ton taux d'intermittence, donc même ton niveau de vie il augmente. Et puis en plus tu peux investir dans des projets sans payer les trucs de ta poche, ce qui est quand même absurde hein, quand on dit qu'on est musicien professionnel et qu'on va payer, je sais pas, par exemple pour faire un clip, on le paye de notre poche. Ça n'a aucun sens déjà parce que ça n'a pas de sens de financer notre activité professionnelle avec notre propre argent, déjà c'est un non-sens. Et en plus de ça, comme c'est de l'argent qu'on a gagné, c'est un argent sur lequel on est imposé. En fait, on paye l'impôt sur le revenu, donc pour financer une vidéo qui a... Enfin, voilà. Alors qu'avec une association, à terme, non seulement on va pas... Enfin là, c'est un peu technique ce que je dis, mais en plus, si on fiscalise l'association, on ne paye même pas la TVA sur la vidéo qu'on veut faire réaliser. Enfin, quelque part, voilà, on devient un professionnel de la filière et du coup, on bénéficie de conditions professionnelles de travail. Et rien que ça change quand même vraiment même la manière dont on perçoit notre activité. Alors pour moi, je fais encore une parenthèse, hein, désolée, mais pour moi, ça va aussi avec des responsabilités, parce que c'est pas seulement donner les outils aux artistes de se dire, bah regarde, t'as des astuces, du coup tu vas avoir plus d'argent et tu vas en payer moins. Mais pour moi, c'est aussi leur apprendre à penser comme, entre guillemets, un entrepreneur de gauche, quoi. Parce qu'il y a aussi un côté, du coup, j'embauche des gens, donc je suis responsable du bien-être de ces gens. Moi, souvent, je suis assez frustrée quand je vois certaines personnes dans ce milieu qui traitent pas très bien les musiciens avec lesquels ils jouent, des leaders de projet qui, en fait, partent un peu du principe que j'appelle lui, elle, mais ils ont bien de la chance de bosser avec moi, donc du coup, ils vont venir faire des répètes gratuites, enfin, il y a ce truc un peu, attendez, moi déjà j'écris toute la musique, c'est bon, soyez, enfin, t'as envie de dire, mais en fait, non, eux, ok, d'accord, de temps en temps, ils font un concert avec toi et ils gagnent un cachet, mais sinon, en fait, ils devraient pas avoir à donner autant de leur temps si c'est ton projet. Donc si c'est mon projet, en tout cas si je suis leader de projet, en fait les gens qui bossent pour moi, j'ai la chance qu'ils soient là et je dois les traiter comme un employeur qui a envie de les valoriser, il faut qu'ils se sentent respectés, il faut les rémunérer, enfin il y a un truc vraiment, moi c'est vraiment un truc que j'ai appris en développant ça, notamment dans mon orchestre, parce que c'est un peu mon laboratoire d'expérimentation avec tout ça, mais c'est que certains membres de mon orchestre, au début, alors globalement tout le monde était très gentil, mais il y en avait qui parfois arrivaient en retard aux répètes ou annulaient la répète le dernier moment, ou bien des fois on n'était même pas sûr qu'ils allaient venir au concert. Enfin, en tout cas des choses qui étaient vraiment, moi sur le moment ça me saoulait. Et en même temps, j'en ai parlé avec eux un jour, notamment un avec qui on s'était un peu engueulé à cause de ça, et qui m'avait dit, bah ouais, mais en fait, moi, je peux pas être intermittent parce que je suis encore au CNSM, donc en fait, là, je peux pas payer mon loyer si je fais pas tomber de l'argent. Et en fait, là, tu vois, je suis pas venue à la répète parce qu'en fait, on m'a proposé d'animer une jam et que c'était payé, donc en fait, j'ai dû faire le truc, c'était pas à Paris, jusqu'à pas d'heure du soir, donc en fait, je pouvais pas être le matin pour répéter pour ton orchestre. Et en fait, sur le moment, je me suis dit, mais il a raison, enfin, c'est vrai, en fait, à un moment, si j'ai envie qu'il soit présent et qu'il bosse pour moi, faut que je le paye, enfin, c'est évident, en fait. Mais après, tu vois, je trouve que c'est une difficulté dans les deux sens, parce que je comprends totalement sa problématique de se dire, moi, je dois payer un loyer, ta répétition est gratuite, donc c'est pas que ça m'intéresse pas de venir, c'est que je priorise des projets payés, mais d'un autre côté, toi, en tant que leader, quand on ne connaît pas, ou du moins quand on ne sait pas d'où aller ramener les subventions, c'est un peu compliqué de se dire tiens, je vais payer les gens avec qui je joue pendant les répètes. Oui, tout à fait. Mais c'est pour ça que les gens qui font la démarche de venir me voir pour apprendre ça, je trouve ça super, parce que du coup, ça leur apprend aussi des outils pour... Enfin, en tout cas, moi, c'était vraiment le jour et la nuit. Juste, je donne un tout petit exemple, mais un jour, on a eu une résidence qui est tombée avec l'orchestre, qui est tombée un peu à la dernière minute, dans un super lieu, une scène nationale, enfin, vraiment le truc qui est un peu arrivé de nulle part, mais c'était à la dernière minute. Et du coup, c'était genre un mois après, donc souvent, quand tu dois réunir 15 musiciens sur 3 jours, un mois après, c'est
très peu de chances qu'ils soient dispo, quoi. Donc au début, je leur ai dit, hey les gars, vous êtes dispo de tel jour à tel jour. Et au début, vraiment, il y avait 2 tiers des gens qui n'étaient pas dispo. Et du coup, j'ai commencé à leur dire, bon, bah écoutez, c'est pas grave, si vous n'êtes pas dispo, moi je vais quand même prendre cette résidence parce que c'est important qu'on la fasse. Et puis je formerai des remplaçants, des remplaçantes, enfin au moins il y aura, vu que c'est un orchestre, bon, voilà. Et au fait, chaque journée de travail est payée, enfin voilà, un cachet par journée de travail. Et en fait, en une journée, en 24 heures, tout le monde était dispo. Tout le monde s'est arrangé en fait. Parce que, bah oui, parce qu'en fait, si tu offres 3 cachets pour 3 jours de répétition, surtout à cette période-là, c'était justement en sortie de Covid, bah évidemment, tout le monde avait envie d'être là. Et moi, c'est vraiment un truc que j'ai compris, c'est que quand toi, tu fais l'effort en tant que leader de projet, de te former à comment monter ta structure, comment aller demander des sous pour tes projets, et c'est vraiment du boulot, hein, de poser tous ces dossiers, ça demande du boulot. Et que du coup tu peux offrir ces conditions de travail aux musiciens, bah en fait tout le monde est très sérieux, tout le monde est content d'être là, tout le monde, enfin il y a un truc, les relations de travail sont extrêmement apaisées et on peut se concentrer uniquement sur de l'artistique, alors que sinon tout ça va toujours être pollué par des... moi, vraiment, le nombre d'histoires qu'on me raconte tout le temps, des copines qui, enfin, je ne vais pas citer de nom, mais qui me disent oh là là, mais je bosse avec tel artiste, ou même pour telle grosse boîte. Hein. Des fois, c'est des gens qui ont de l'argent en plus. Enfin, c'est genre tel tourneur connu. Et en fait, à chaque fois qu'on fait les répètes pour tel projet, c'est jamais payé, machin. Et les gens, ça leur pèse en fait, d'avoir l'impression qu'ils s'investissent. Et puis au final, c'est pour des artistes où en fait ils savent qu'un peu du jour au lendemain, ils peuvent se faire virer parce qu'il y a d'autres artistes, ils vont embaucher d'autres musiciens. Enfin, quelque part, on est des professionnels. Et je dis pas que j'aurais eu ce discours il y a 10 ans, mais aujourd'hui, avec ce moment où j'en suis dans ma carrière, en fait c'est normal que les choses se passent comme ça. Et du coup, voilà, le sens de cette formation, c'est de donner les outils aux gens, de pouvoir mettre ces choses en place là et d'offrir ces conditions-là aux musiciens avec lesquels ils travaillent pour, au final, faire de la meilleure musique dans des meilleures conditions où tout se passe bien. Et faire avancer le projet, entre guillemets, plus vite, quoi. Bah oui, complètement. Ouais. Trop bien. Non mais parce que tu vois il y a plein de choses au final puisque juste petite parenthèse, du coup dans le cadre du podcast j'ai une association artistique où mon but justement c'est d'aider les artistes à pouvoir avancer dans leurs projets, que ça soit les aider sur la partie administrative etc. et mettre en place le podcast. Et justement, mon but, c'est, là on est en période de recherche de financement pour pouvoir les aider. Mais tu vois, là, il y a plein de choses que je l'ai créé en 2023, et là on est en fin 2025. Il y a plein de choses que j'ai découvert entre temps. Il y a tout ça. Il y a tout ça. Bah oui. Et les gens savent pas. Enfin, moi, quand j'ai commencé, je savais pas qu'il y avait tout ça. Ouais. Et en fait, quand tu commences à mettre un peu le pied là-dedans, au début, c'est vraiment... c'est difficile d'aller chercher ces infos par soi-même, parce qu'au début, on ne comprend rien, ça paraît très obscur, très loin, et en fait, au bout d'un moment, on comprend un peu le type de langage utilisé, comment ça peut s'appliquer concrètement à ce qu'on fait, et puis voilà. Puis après, moi, sachez juste une chose, c'est que quand j'ai commencé justement à bien me pencher sur les démarches, etc., il y a un truc que je me suis dit, c'est ils sont bien courageux de travailler dans ce domaine, parce que pour être carré sur toutes ces démarches et avoir justement un salaire qui tourne, etc., il faut vraiment être bien accroché. Donc, force et courage. Bah oui. C'est sûr. Alors, quelle est la plus grande erreur que tu vois souvent chez les jeunes artistes ? Alors, j'ose espérer qu'aujourd'hui, les jeunes artistes ne font plus cette erreur. Mais une erreur, en tout cas dans le milieu dans lequel j'évolue, je pense qu'une grosse erreur c'est d'attendre d'être repéré par quelqu'un. Je pense qu'aujourd'hui les choses se passent plus comme ça, et à mon avis, ou alors en tout cas imaginez que le Graal ça va être de signer chez un tourneur. Et en fait vraiment de l'expérience que j'ai énormément de gens qui m'ont dit, même des gens qui du coup ont été signés chez un tourneur, il y en a beaucoup, alors pas tous, mais beaucoup qui disent qu'en fait ça a plutôt été une erreur, et ça a plutôt été le moment dans leur vie où ils ont le moins eu de concerts, parce que le fait de rejoindre un catalogue de tours, quand on est un artiste émergent, c'est si tu continues pas toi-même à aller chercher des concerts, à faire ce travail-là, en général, le tourneur va pas spécialement te trouver, il va éventuellement te mettre sur des premières parties de temps en temps,
mais il n'a pas vraiment intérêt à trouver des concerts pour toi, puisque dans ce même catalogue de tours, il va y avoir un artiste super connu qui va être vendu 4 fois plus que toi, et en fait le tourneur il bosse à la commission. Donc en fait cet artiste très connu, en plus qui est beaucoup plus facile à vendre, puisque tout le monde connaît son nom, du coup il remplit les salles, du coup les programmateurs ils ont envie de l'avoir dans leur festival, etc. Du coup, le tourneur, c'est complètement normal qu'il va mettre toutes ses ressources sur cet artiste-là, puisqu'il va vendre un concert, il va faire une commission 4 fois plus importante que quand il vend ton petit groupe à toi, qui est super difficile à faire connaître, puisque on a un peu entendu parler de toi, mais pas tellement, que tu vas pas remplir la salle. Donc en fait, moi je pense qu'en tant qu'artiste aujourd'hui, l'erreur ce serait de se dire le Graal c'est de signer chez un tourneur, plutôt que de vraiment développer ton activité jusqu'à être toi-même un artiste identifié, et là éventuellement signer avec un tourneur, mais tout en continuant aussi à chercher de ton côté. Ouais, c'est ça, à chercher de ton côté, et puis à avoir aussi la structure administrative que tu as montée de ton côté qui te permet de ne pas être totalement dépendant du bon vouloir de quelqu'un en fait. Et si tu devais résumer ta formation, ta pédagogie en une phrase, tu dirais quoi? En une phrase. Allez, deux si tu veux. Alors c'est reprenez le pouvoir de votre carrière artistique. Je sais pas. C'est un peu un slogan, hein, mais non, mais je pense qu'on a déjà pas mal parlé. Enfin, pour moi, la formule magique, c'est justement d'aller s'embêter à justement aller comprendre comment, en tout cas bon, la formation t'aide à le faire justement, mais comment fonctionne le milieu l'écosystème musical, on va dire, donc les différents subventionneurs publics, semi-publics, privés, et puis comprendre un peu qui fait quoi, qui est qui, comment s'adresser à chacun, dans quelle temporalité, comment imaginer avoir une espèce de vision stratégique de comment développer un projet, mettre ça en place et à la sueur de son front entre guillemets, pour que potentiellement d'une année à l'autre ça devienne de plus en plus facile, qu'il y ait quand même plus d'argent qui arrive vers la structure, un jour de pouvoir déléguer une partie de ça, parce que moi aujourd'hui je suis plus toute seule dans ma structure, j'ai une personne qui bosse à 2/5, donc c'est pas énorme mais quand même, 2 jours par semaine il y a quelqu'un qui bosse pour mon asso, c'est déjà vachement bien, et heureusement qu'elle est là. Et puis ça permet vraiment de récolter les fruits, autant dans les relations de travail avec d'autres musiciens, autant pour ta propre vie, et puis t'as juste ta liberté en fait. Voilà. Là, on a parlé un peu de toutes les difficultés et on va parler d'un sujet qui est un petit peu lié à ces difficultés-là et qui est le sujet de la santé mentale des artistes. Parce qu'en cherchant un petit peu sur tes réseaux, j'ai vu que tu t'étais engagée justement que tu avais parlé du sujet de la santé mentale. Et j'aurais voulu savoir qu'est-ce qui t'a amené à en parler, à t'y intéresser. Alors déjà, je pense que de personnalité, je suis quelqu'un qui aime bien un peu mettre les sujets sur la table et politiser les sujets en fait. Déjà parce que dans ma vie personnelle, je suis assez engagée politiquement et puis j'aime bien écouter, écouter plein de podcasts sur plein de sujets. C'est voilà, un peu faire tourner mon cerveau, réfléchir aux différentes luttes. Le truc de la convergence des luttes, vraiment, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et en fait, ce qui s'est passé donc, pour ce truc de la santé mentale spécifiquement, c'est qu'un jour, j'étais particulièrement dans le bad, comme on dit, parce que dans la même journée, j'avais appris qu'il allait avoir une grosse subvention que j'allais pas toucher et que c'était une méga injustice. Bon, au final, j'ai réussi à un très très long chemin de combat qui a fait que finalement on l'a obtenu, mais ça a été un enfer. Voilà, donc il y avait ça. Le même jour, j'ai appris qu'une tournée régionale, pareil, j'avais fait plein de lobbying pour que les gens votent pour nous, où presque on m'avait dit ouais c'est bon ça va le faire, et en fait ça l'a pas fait. Et je sais plus, il y avait un troisième truc. En gros, j'ai eu 3 déceptions le même jour, et du coup j'étais un peu je croulais un peu sous le... et il y avait aussi un petit côté, alors plutôt pour la subvention, parce que pour la tournée c'est un peu pas de chance, il y a d'autres groupes qui l'ont eu et tant mieux pour eux, et voilà c'est comme ça. Mais ce truc de la subvention, il y avait vraiment un truc très très énervant. Et en fait ça m'a déclenché
vraiment un espèce de coup de gueule et je me suis dit, en fait j'avais envie de râler publiquement et en même temps je me suis dit mais en fait ça n'a pas de sens parce que personne n'en a rien à foutre que j'aille mal, que j'ai eu un problème. Enfin, ok, mes potes ils vont me dire ah ma pauvre, ah t'as pas eu ta sub, oh là là c'est dur. Mais en fait ça n'accomplit rien de faire ça. Et je me suis dit en fait, le problème, il n'est pas avec moi, parce que moi, certes, je souffre aujourd'hui, mais en fait, si je regarde avec un peu plus de recul, là, comme je me sens, bah, en fait, ça fait 3 ans que je me sens comme ça, et ça fait 3 ans que tous les gens autour de moi se sentent comme ça. Et en fait, ça fait 3 ans que quand on se parle les uns les autres, on dit comment ça va, ouais, ça va, et puis en fait, tu finis par creuser et te rendre compte qu'en fait, la personne, elle ne va pas bien du tout. Alors que quand tu regardes ses réseaux sociaux, tu as l'impression qu'elle va super bien, et en fait, vraiment, c'est comme ça pour tout le monde. Et du coup, ça fait aussi souffrir parce que toi, t'as l'impression d'être vraiment la grosse merde qui a pas eu sa sub, pardon pour mon langage, hein, mais qui a pas eu sa sub, qui a pas eu sa tournée, qui a pas eu rien du tout. Et tu vois tous les gens autour de toi qui font des trucs super. Et en fait, quand tu parles avec d'autres gens, en fait, ils te disent pareil pour toi. Ils disent, mais Camille, enfin, Camille, donc c'est mon vrai nom. Mais Camille, quand je vois tes réseaux, j'ai l'impression que tu fais 1000 trucs. Genre, limite, moi, je fais déprimer d'autres gens parce qu'ils ont l'impression que eux sont des gros nuls par rapport à tout ce que j'arrive à faire moi. Et en fait, je me suis dit, il y a un gros problème en fait dans cette situation. Et puis, si je parle de mon souci que j'ai eu aujourd'hui, bah, en fait, tout ce que ça va déclencher, c'est un peu de la pitié. Les gens vont dire, ah, ma pauvre, voilà. Mais en fait, j'ai pas envie que les gens me plaignent. J'ai envie que les gens soient un peu indignés du fait que cette situation, elle concerne tout le monde et qu'on est toujours dans une espèce de truc de paraître, de toujours devoir faire semblant. Enfin voilà, parce que l'attendu, c'est pas que je parle de j'ai pas eu ma sub, l'attendu, c'est que je dise super, nouvelle vidéo qui arrive bientôt, plein de concerts, voici, regardez tout ce que je fais. Enfin, et en fait, la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que je suis au fond de mon lit et je suis en train de me taper la tête contre un mur parce que il y a 6 000 € qui devaient tomber, qui vont pas tomber. Et en fait, soit j'annule ma tournée, soit je mets 6 000 € de mon argent pour qu'elle s'annule pas. Enfin, donc c'est quand même un truc vraiment dramatique et je suis loin d'être la seule dans ce cas. Et donc voilà, c'est venu de cette énergie-là de dire en fait, il faut politiser ce problème. C'est pas un problème personnel, c'est un problème général. Et en plus, en y réfléchissant un tout petit peu, je me suis dit, mais il y a plein de ramifications à tout ça, parce que là, je parle d'un truc, mais en fait, il y a le sentiment de mal-être qui s'est emparé de la communauté des artistes. Il est multiple, il est à plein d'endroits. Et je me suis dit, bah en fait, faisons un sondage, parce qu'au départ, c'est parti de là. Faisons un sondage sur les réseaux sociaux. J'ai posé des questions, en fait, aux gens qui me suivaient sur Instagram, dans mes stories. Est-ce que vous vous sentez comme ça? Est-ce que vous avez déjà ressenti ça? Je sais pas, il y avait quoi comme question? Par exemple, il y avait une question aussi qui était, enfin, j'avais posé plusieurs questions, puis au bout d'un moment, il y avait une question, c'était avez-vous eu honte de répondre à une ou plusieurs de ces questions? Alors voilà, il y avait beaucoup de gens qui avaient justement honte d'admettre que peut-être ils avaient des idées noires. Puis il y avait des choses très concrètes du genre est-ce que vos angoisses professionnelles ont eu des conséquences sur votre vie du genre je sais pas, de la prise de poids, du genre de la dépression, des pensées noires, je me souviens plus la liste que j'avais faite. Et j'avais fait une assez longue liste de choses très concrètes que ça pouvait faire. Et je me souviens, il y avait plusieurs types de réponses. Et c'était genre non, 2 ou 3 choses de cette liste et 4 ou plus choses de cette liste. Et quand même, il y avait beaucoup de gens qui étaient dans les cas. Il y avait beaucoup, quoi. Voilà. Et je me dis, quand même, c'est significatif. Et en fait, ce qui m'intéressait, parce que évidemment que le mal-être, il est généralisé à la société, hein, je dis pas que les artistes... Mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est que les artistes, je vais me répéter, mais on est toujours dans cet impératif de performer quelque chose de brillant et d'attractif. Parce qu'on est des artistes, on doit faire envie. Les gens, ils viennent nous voir un peu pour se distraire aussi de leur vie et pour passer des bons moments. Et du coup, on doit incarner ce truc un peu rayonnant de ouais, je suis artiste, la vie d'artiste, enfin voilà. Alors que la réalité, c'est que matériellement, on va pas bien en fait. Et du coup, certes, tout le monde va pas bien, mais nous, quelque part, on n'a pas le droit de le dire, on doit faire semblant qu'on va super bien. Et ça, pour moi, ça fait aussi partie du problème. Et l'idée, c'était un peu de mettre ça de révéler un peu tout ça, quoi. Et
Est-ce que là, tu arrives à un peu plus préserver ton équilibre ou ça reste toujours un petit peu compliqué? Bon, non, je dirais que je vais. Bon, après, je pense que comme tout le monde, hein, des fois on va bien, des fois moins. Enfin, en fait, je réfléchissais un peu à cette question parce que maintenant c'est un sujet dont je parle beaucoup plus facilement avec les gens parce qu'en plus les gens m'ont un peu identifié comme quelqu'un avec qui on peut parler de ça, donc ils vont aussi me partager leur expérience sur la question, donc c'est plutôt agréable. Ça permet d'avoir des relations plus sincères, tout simplement. Et en fait, une chose que je me suis rendu compte, en fait, c'est que même à ce stade-là en fait de carrière, parce que voilà, quand même ça fait 10 ans que je fais ça, j'ai bientôt 40 ans, bon, j'aurais pu imaginer un moment dans ma vie de vouloir un certain apaisement et de me dire qu'on n'en est pas au stade de pas savoir de quoi sera faite notre vie dans 6 mois. Et en fait je pense que la vraie chose qui est au cœur de tout ça, c'est que certes il y a des moments où on va aller un peu bien, d'autres moments où on va aller moins bien, mais en fait ce qui est fou, c'est que ça va tenir à une toute petite chose. Et c'est qu'on est dans un tel niveau de précarité et d'incertitude par rapport à l'avenir que la moindre chose, en fait, un jour on va me demander est-ce que ça va et je vais te dire oui parce que peut-être le matin j'ai un programmateur qui va me confirmer un concert. Du coup, bah là j'ai l'impression, ouais, mais attends, j'ai un concert qui est tombé, du coup, c'est génial, ma vie est trop bien. Et en fait, quelques jours après, je vais être dans une autre situation parce qu'il y a, je sais pas, un truc qui va marcher ou parce que j'ai pas de réponse, j'en sais rien, bref, une situation négative. Et je me dis, mais comment est-ce qu'on en est arrivé à un stade où on est tellement investi, en fait on est tellement dépendant pour notre survie de ces toutes petites choses, on est vraiment tout le temps sur un fil, et du coup, en fait c'est dur d'aller bien parce que on ressent pas du tout de stabilité et d'apaisement. Alors heureusement le fait d'avoir une association justement, pour faire le lien entre les deux parties, ça permet un petit peu quand même de se tranquilliser là-dessus parce qu'on se dit qu'on a toujours un espèce de coussin de sécurité, même s'il est très précaire aussi, parce que nous en tout cas on n'a pas une association qui est... on n'a pas d'argent de la DRAC ou des choses comme ça. Mais donc c'est pas du tout un gros porte-avions, c'est un petit avion quand même qui fonctionne bien, mais c'est pas non plus une méga compagnie comme on a des fois dans le milieu. Mais donc en tout cas, je sais que je suis dans une position vachement plus privilégiée qu'un artiste intermittent qui n'aurait pas ce coussin-là et qui serait 100% dépendant du téléphone qui va sonner ou pas. Mais en tout cas, ouais, je trouve que c'est rude quand même de se dire qu'à ce stade-là de notre vie, on soit autant sur la brèche et de pouvoir, en fonction de dans quel sens le vent va souffler, on peut aller super bien ou pas bien, quoi. Donc non, je dirais que de manière générale, je vais pas très bien, comme tout le monde. Après, il y a des périodes où ça va mieux que d'autres, évidemment, mais voilà. Et est-ce que dans le monde musical, il y a des structures justement qui permettent de soutenir les artistes sur cette question-là ou pas du tout? Sur la question de la santé mentale? Oui. Eh ben, pas tellement. Je sais que justement Grand Format récemment, a pour projet, d'ailleurs je crois que c'est fait, mais va organiser un cycle de prise de parole, un peu d'atelier autour de ces questions-là. Après, à voir un peu comment c'est traité, mais en tout cas des choses du genre comment identifier le burn-out, comment se préserver, je sais pas. En tout cas, c'est ce genre de questions qui sont abordées. Il faudrait que je m'y penche un peu plus parce que ça a été organisé par Grand Format, mais avec un partenaire extérieur qui propose ce genre de formation. Donc, faut que je me penche un peu dessus. Mais non, il n'y a pas trop. Non, il n'y a pas trop. Je pense que les gens vont voir des psys en fait, et essayer de prendre soin de leur santé mentale comme ça, mais c'est un peu des initiatives individuelles. Après, heureusement, j'ai l'impression que de plus en plus, il y a quand même un genre de solidarité qui se met en place, un peu plus qu'un esprit de compétition que je ressentais plus il y a quelques années. Et j'ai l'impression que du fait de prendre quand même doucement conscience qu'on est un peu tous dans le même bateau, et ça crée quand même plutôt une sorte de sororité, je sais plus comment on dit, il faudra couper ce long blanc, mais
c'est quoi le mot ? De solidarité, tout simplement, c'était peut-être ça le mot que je cherchais, entre les artistes. Alors pas forcément matériel, hein, mais au moins de l'écoute, de la reconnaissance, et pas cette espèce d'esprit un peu de compétition mal placé, parce que il y a un truc un peu indécent, je trouve, aujourd'hui, à être en compétition les uns avec les autres, sachant que en fait, nos ennemis, c'est pas les gens qui font le même métier que nous, nos ennemis, c'est le capitalisme en fait. Donc si on se tire dans les pattes les uns les autres, on n'a rien compris à ce qui se passe là. Ouais. Mais non, je dirais que malheureusement, il n'y a pas encore vraiment de structure pour accompagner ça, ouais. C'est dommage. Ouais. Après, je sais pas ce qu'ils pourraient faire concrètement, mais... Ouais, je sais pas. Qu'est-ce qui, selon toi, pèse le plus sur la santé mentale des artistes ? Moi, je pense que ce qui pèse le plus sur la santé mentale des artistes, c'est un peu la métaphore du hamster dans sa roue. C'est le fait d'avoir l'impression de faire énormément de choses et qu'il y ait très peu de choses qui se concrétisent. C'est en fait le rapport extrêmement déséquilibré entre la charge de travail et les fruits de ce travail. Parce que, en fait, je pense dans un ancien modèle qui, à mon avis, existe plus vraiment aujourd'hui, ou alors vraiment concerne un très petit nombre de gens, quand on pense à la santé mentale des artistes, on peut imaginer... Alors déjà, il y a l'espèce d'image un peu romancée de l'artiste torturé qui va pas bien et qui va écrire de la musique pour transcender son mal-être. Mais là, il y a un côté un peu Rimbaud, je sais pas... Mais bon, pour moi, ça, du coup, c'est un truc complètement dépolitisé, en fait, de la souffrance. Pourquoi pas, c'est poétique et ça peut arriver aussi, mais là, c'est pas de ça dont on parle. Et donc, on peut avoir aussi une vision assez, à mon avis, obsolète, qui est l'artiste qui va tellement faire de concerts qu'il est épuisé, l'espèce de burn-out de l'artiste qui va jamais rentrer chez lui, qui est tout le temps d'un hôtel à l'autre, dans son tourbus ou je ne sais quoi. Mais où là, en fait, on peut comprendre, on peut se dire, bah oui, c'est normal, il fait tellement de concerts que du coup, sa santé mentale en prend un coup, parce qu'il n'a pas le temps de se reposer, il n'a pas le temps de se recentrer, il vit hors sol, bon, ok. Mais ça, en fait, c'est la situation concrètement des artistes n'est pas du tout celle-là. Et je pense que concrètement, la situation des artistes, c'est que, en tout cas, des artistes qui ont envie de réussir, et je pense que c'est quand même le cas de la plupart des artistes. Il faudra qu'on reparle de ce truc de réussir, qu'est-ce que ça veut dire, mais... en tout cas, pour prendre mon exemple, mais qui s'applique à énormément de gens, mais c'est le fait d'avoir l'impression d'être tout le temps en train de travailler, de poser des dossiers, de monter des projets, de répéter, de démarcher, de vraiment passer une énorme quantité de temps à investir plein de champs pour espérer que, je sais pas, quelque chose aboutisse, et qu'au final, il y ait extrêmement peu de choses qui aboutissent, en fait. Et là, de se dire, en fait, si on me demande, mais en fait, concrètement, Camille, cette année, tu fais combien de concerts ? En fait, en plus, c'est la première fois depuis 10 ans que je suis inquiète sur ma capacité à renouveler mon statut d'intermittente, alors que j'avais vraiment aucun souci jusque-là, mais là, ça commence vraiment à m'inquiéter. Mais je sais pas, en fait, des concerts aujourd'hui, j'en fais, je sais pas, une vingtaine, quoi. Et on se dit, mais attends, il y a 365 jours dans l'année, tu fais 20 concerts, mais en fait, tu fais rien de ta vie. Alors que non. Alors que, en fait, non, je passe mon temps, comme je disais, à poser des dossiers dessus, à faire... Bon, alors, je fais aussi des activités rémunérées, parce que quand on est membre de commission à la Spéciale, on est rémunéré. Quand on est membre de commission au CNM, on l'est pas. Mais bon, donc, voilà, c'est quand même du temps. Mais toute cette charge administrative, donc de monter une association, et puis de candidater à tel dispositif, de faire du démarchage, de relancer, je dis n'importe quoi, mais je sais pas, refaire son site internet, répéter les projets. Je parle même pas de l'artistique, parce que je pourrais dire évidemment arranger de la musique, répéter des projets, voilà. Bon, il se trouve que en ce qui me concerne, j'ai aussi, comme je disais, j'ai pas mal de commandes d'écriture aussi cette année. Ça, c'est un truc complètement nouveau que je faisais pas avant. En tout cas, je faisais pas pour d'autres gens. Mais en fait, c'est si on prend donc toutes ces heures passées à essayer d'exister en fait dans ce monde-là, et la toute petit pourcentage de réussite de ça, je pense que c'est ça qui déprime les artistes en fait. C'est
la sensation de vraiment travailler pour rien. Et quand je dis travailler, une fois encore, je parle pas du fait de bosser son instrument et d'écrire de la musique, parce que ça c'est trop bien, enfin, ça, c'est pour ça qu'on fait ce métier. Mais à la limite, on accepterait tous de faire autre chose que ça. Enfin, ça, il n'y a pas de souci, on est d'accord pour faire des dossiers tubes, enfin, moi, il n'y avait pas de problème. Mais c'est la sensation de faire tout ça pour finalement se heurter au fait que toute cette énergie dépensée pour faire encore 20 concerts par an, je parle même pas seulement de mon projet, mais genre je sais pas, sur mon projet principal c'est plutôt de l'ordre de 10 maximum quoi. Et encore, quand je dis 10, déjà je suis super contente d'avoir 10 concerts parce que c'est vraiment 10 concerts qu'on a arrachés à la surprise de notre front. Et puis des fois c'est 5, et puis des fois c'est 2. Enfin voilà, c'est la réalité, c'est ça. Et de se dire, mais et je pense que c'est ça le facteur principal qui pèse en fait sur les artistes. Et ça déclenche, je pense, vraiment comment dire, des comportements impulsifs de compensation. Enfin, en tout cas, moi j'ai vécu ça et je connais plein de gens qui ont vécu ça aussi. Où en fait, pour compenser cette espèce de vide, en fait, je sais pas, tu vas manger, ou alors tu vas plus dormir, ou alors tu vas, je sais pas, comment on appelle ça, te refermer sur toi-même, enfin vraiment des choses concrètes qui sont un peu des espèces de symptômes dépressifs en fait, à cause de ça. Bon, je sais pas si je l'ai très bien dit, mais... Ah oui, carrément. En tout cas, il y a un truc vraiment de cet ordre-là, en fait. C'est un genre de burn-out de désœuvrement, quoi. Ouais. En gros, oui, c'est la situation qui fait que la personne est complètement à bout et... Ouais, et puis un genre de plus savoir quoi faire, en fait. Parce que des fois, concrètement, t'as l'impression d'avoir fait tout ce que tu pouvais, et puis t'es chez toi, et puis en fait t'arrives pas à te reposer parce que t'es encore stressé, tu te dis encore peut-être que je devrais être en train de faire ça, peut-être que je devrais être en train de faire ci, mais en fait je peux plus rien faire, j'ai tout fait. Et du coup, t'es jamais vraiment en train de te reposer, t'es jamais vraiment en train de te dire ah là j'ai bien travaillé, les choses vont se faire, je sais pas, cette espèce de... Alors évidemment on a envie de me dire prends un hobby, enfin voilà, mais j'en ai, j'ai des hobbies, je fais aussi d'autres choses que juste de la musique et des dossiers dessus, heureusement. Mais je pense que ça n'empêche pas que en tant qu'artiste, en plus il y a cette espèce de... En fait, comment dire, on est nous-mêmes ce qu'on produit... Enfin, il y a une... je trouve plus mes mots là, je sais pas pourquoi. Mais entre ce qu'on produit et ce qu'on est, il n'y a pas vraiment de frontière. Donc en fait, si on se fait rejeter, entre guillemets, pour ce qu'on produit, par exemple si on n'a aucune réponse quand on envoie des mails, en fait forcément on va le ressentir beaucoup plus à cœur. Enfin il y a un truc d'estime de soi en fait, de se dire mais attends, avec tous les efforts que je fais, j'ai fait tout ça, j'ai présenté ça, enfin genre mon album il a 2 écoutes, mon clip il a 3 vues, alors que j'ai tellement investi là-dedans, j'ai tellement travaillé pour ça, alors que moi j'ai l'impression quand même que c'est bien, mais du coup j'ai tellement mis de moi-même là-dedans, si les gens n'ont rien à foutre de ce que tu fais, du coup tu te sens complètement toi-même, il n'y a pas de dissociation de vie professionnelle et vie personnelle. Et du coup on prend tout ça très à cœur, et je pense que ça aussi ça fait partie du problème. Enfin, souvent, même dans d'autres corps de métier, pas seulement les artistes, mais à partir du moment où tu peux plus créer de frontières entre ta vie professionnelle et personnelle, c'est là que tu commences vraiment à aller mal, en général. Ouais. Donc, et puis nous, c'est un peu matériellement pas possible. Ah oui. Voilà. Du coup, ça fait une bonne transition sur la prochaine question que je voulais te poser. C'est quel conseil tu pourrais donner aux artistes qui commencent, qui entrent dans le milieu artistique? Le faites pas. Non, je rigole, c'est pas sympa. Non, en fait, je dis ça parce que malheureusement, c'est quand même un vrai souci aujourd'hui, c'est que on a énormément de jeunes artistes qui arrivent dans ce milieu, qui sont très bons sur leur instrument. Enfin, je dis ça, mais genre au CRR de Paris où j'enseigne, là, cette année, j'ai un atelier. La moyenne d'âge, c'est 17 ans. Donc, genre, je sais pas, il y a 8 ou 9 musiciennes dans cet atelier. Ils ont entre 15 et 19 ans, quoi. Sauf un qui est un peu plus âgé, mais... Donc, voilà, quand même, 17 ans de moyenne d'âge. Donc, c'est vraiment... Puis, ces gens, ils jouent bien. Ils sont en DEM, voire des fois même en CPES.
Donc il y a plein de musiciens qui sont de mieux en mieux formés parce que aujourd'hui il y a non seulement les conservatoires qui ont vraiment ouvert des départements de jazz beaucoup plus sérieusement qu'à l'époque où j'y étais, avec des super professeurs, parce que évidemment aussi les départements de jazz ont ouvert parce qu'il y avait des musiciens qui avaient pu trouver du boulot, donc ils sont devenus profs, donc ils ont voulu ouvrir des départements de jazz, ce qui est en soi très bien parce que c'est bien que cette musique elle circule, mais sauf que du coup on a formé quand même, on veut former des professionnels plutôt que des amateurs, ce qui serait quand même pas mal parce qu'à un moment il faut aussi se dire que le public de cette musique c'est le public qui a la moyenne d'âge la plus élevée. C'est genre, je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais au dernier nouvelle c'était un truc genre 66 ans. Donc ça veut dire que si notre public il a en moyenne 66 ans, il faut qu'on se fasse un peu du souci sur la pérennité de notre musique. C'est ça. Donc à un moment il faut aussi soit former des gens qui vont apprécier écouter notre musique plus jeune. C'est ça. Et si on forme que des professionnels qui arrivent sur ce milieu, un milieu qui dans 10 ans statistiquement aura plus vraiment de public, parce qu'en plus cette moyenne d'âge elle se renouvelle pas, tous les ans elle augmente de 1 an, ce qui veut dire que le public ne se renouvelle pas du tout. À vérifier le chiffre, mais de mémoire c'était ça. Donc en fait il y a un problème un peu de truc de vase clos. Il y a un vase clos dans lequel on essaie de bourrer de plus en plus de jeunes musiciens qui sont super légitimes à être là. Je dis pas qu'ils nous embêtent ces nouveaux musiciens, en fait non, ils jouent très très bien, ils ont des idées, ils ont des super projets qu'ils ont envie de monter. Et en fait en soi je trouve ça génial, mais sauf que au final ils sont dans une espèce de d'inconscience du fait que ce milieu il est un peu en train de s'auto-détruire, d'asphyxie quoi, parce que il n'y a plus personne qui écoute cette musique, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de place et il est déjà en surcapacité en fait. Donc je sais pas, quand je parlais avec les gens de l'Aspédidam qui m'expliquaient que c'était déjà une conversation qui date de au moins 4-5 ans et qui montrait François Lebrano, que j'aime beaucoup par ailleurs, mais qui me sortait les archives et qui me disait « Mais regarde, là, en telle année, on avait 100 de ses parents... » Enfin, c'était peut-être pas ça, je dis n'importe quoi, mais genre, pour dire que le nombre de dossiers qu'ils reçoivent par an a explosé, je veux bien le croire, mais en fait, à un moment donné, ça pose la question de économiquement, comment est-ce que ce milieu peut survivre, en fait. Et donc, je sais pas trop quoi dire aux jeunes artistes, mais en tout cas, vraiment d'y réfléchir à 2 fois et de se demander vraiment si c'est ça qu'ils ont envie de faire et est-ce qu'ils sont vraiment prêts à rentrer dans cette arène-là qui est sacrément compliquée en fait. Après, moi, ce que je leur donnerais comme conseil, du coup, c'est d'essayer de trouver, alors parce qu'en plus probablement ils sont jeunes, ils vont avoir des idées, d'essayer de trouver des solutions pour prendre le problème d'une autre façon et pas espérer qu'il y ait ce truc qui se fasse qui est complètement passéiste, en tout cas qui pouvait arriver il y a 50 ans, mais de dire je suis super bon sur mon instrument, donc tout le monde va m'appeler dans des projets qui vont faire plein d'argent et je vais être musicien, je vais avoir plein de cachets et toute ma carrière est assurée comme ça. Ça c'est vraiment un modèle qui n'existe plus, donc il faut trouver un moyen de se démarquer. Alors moi, le moyen que j'ai trouvé pour me démarquer, c'était justement de m'intéresser à tous les aspects administratifs et de voir un peu où c'est que j'allais trouver des sous et de me structurer, mais ça c'est aussi parce que ça me ressemblait. Moi, je me sentais pas du tout de faire le côté influenceur, ce qui peut aussi fonctionner, pourquoi pas, ça se trouve, il peut y avoir des gens qui vont exploser parce qu'ils vont prendre des choses par ce bout-là, je sais pas en fait. Mais en tout cas, à se dire que tu peux pas juste te contenter de bien faire ton métier pour faire ce métier. Malheureusement, c'est plus suffisant. Donc voilà, jeune artiste, pose-toi la question de comment tu peux trouver une façon de te rendre indispensable et unique. Et voilà. Et là, on va la même question, mais aux personnes qui ont déjà de l'expérience, mais qui parfois peuvent se sentir un petit peu perdues. Ça c'est plus compliqué. Parce que oui, j'en connais aussi, parce que quand je dis que les gens dépriment, c'est pas que les jeunes, c'est les jeunes dépriment, mais aussi les plus âgés. On va pas dire les cinquantenaires, les quarantenaires, les cinquantenaires surtout, mais qui retrouvent un genre de... eux c'est presque pire en fait, parce que eux ils ont connu une période faste, une période où en fait quand ils ont été jeunes, il y avait encore ils sont arrivés sur un accélérateur en fait, ils sont arrivés,
tout s'est bien passé pour eux dès le début. Enfin, Plus ou moins. ouais, plus ou moins quand même. C'était, enfin, je pense que la grande période où les artistes étaient, où ça se passait super bien pour les artistes, elle était encore avant ça. Mais eux, ils ont connu un certain nombre de possibilités qu'ils ont pu exploiter avec une certaine quiétude. Ça leur a permis d'avoir un certain niveau de vie et de s'habituer aussi à ce niveau, à mon avis, de confort et de facilité des choses. Et à mon avis, là, ils sont perdus parce que ils n'ont pas été obligés d'avoir ces outils, de développer ces outils tôt. Et maintenant, c'est un peu tard pour eux de se remettre en question et de réfléchir à comment faire autrement. Donc, je sais pas trop, effectivement, je sais pas trop quoi leur dire, à part, soit peut-être, enfin, c'est complètement compréhensible aussi qu'à leur âge, ils aient besoin d'un certain confort, parce que je pense que j'aurais pas forcément ce discours combatif dans 15 ans. Peut-être que dans 15 ans, j'aurais envie qu'on me foute la paix et j'aurais envie d'avoir une vie paisible. Alors voilà, c'est ok aussi de se dire que on n'est pas obligé d'exister professionnellement en faisant que de la musique. Alors après, la question c'est, si toute ta vie t'as fait ça, qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Ça, j'en sais rien. Mais je voulais juste dire que le côté être musicien professionnel, tu peux aussi très bien t'épanouir dans la musique que tu fais, monter des projets, jouer avec des gens et avoir les sensations que tu souhaites avoir sans forcément essayer d'en faire ton métier et ton unique préoccupation. Peut-être qu'il y a, voilà, c'est pour ça que des gens deviennent profs, il y a des gens qui deviennent, je sais pas, peut-être directeurs de salle, ou enfin, en tout cas qui se réorientent dans l'administration. Moi, je me suis presque dit que peut-être un jour, si j'arrivais plus à être artiste, je pourrais, je sais pas, diriger une salle, devenir programmatrice. Au secours, mais sinon je répondrais à aucun mail, ce serait horrible. S'il te plaît, n'oublie pas que tu nous connais, comme ça si tu reçois des mails de notre part. Bon, ce sera, j'espère, dans pas moins de 10-15 ans, mais on sait jamais. Mais non, moi j'ai pas de conseils à donner aux gens, hein. J'ai un peu envie de dire, mais faites ce que vous pouvez. Et puis alors, on n'a même pas parlé du fait que, en fait, là on parle de tout ça, mais en fait, au fond, on sait même pas à quoi ressemblera le monde dans 10 ans, en fait, même pas dans 5 ans. Enfin, là, en plus, tous les trucs dont je suis en train de parler, là, qui les soutiens de la culture, si le RN gagne les élections, concrètement, en fait, ça se trouve, il n'y aura plus aucun budget pour la culture. Enfin, parce que la culture, c'est aussi là que les idées progressistes émergent. Et c'est très facile de couper Ah ouais, ça va être galère. les financements pour les assos. Voilà. Donc en fait, voilà, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Peut-être qu'il y aura l'effondrement, peut-être toutes ces questions-là seront 100% obsolètes parce qu'on sera juste en train d'essayer de réfléchir à comment survivre dans un monde apocalyptique post-effondrement climatique. Enfin, voilà, donc c'est l'incertitude, elle ne concerne pas que notre petit milieu, hein, elle est assez générale. Donc, mais après, moi, ce que je dis en général, c'est j'ai énormément de chance de pouvoir continuer à faire ce que je fais. Ça a un coût, évidemment, un coût psychologique, un coût matériel. Je pense que je gagne beaucoup moins d'argent en étant artiste que j'aurais pu si j'avais continué ma carrière post-master de Sciences Po. Mais je considère que je suis chanceuse de pouvoir encore faire ça aujourd'hui et j'ai envie de me battre pour que je puisse continuer à le faire aussi longtemps que possible. Et ça, c'est pas un conseil que j'ai envie de donner aux gens, mais c'est plus, enfin si, quelque part c'est un genre de conseil, mais un peu un appel à dire oubliez pas qu'en fait tout ce qu'on fait c'est politique et que battez-vous. En fait, il y a plein de façons de le faire, hein, de désobéissance civile, bon, je ne veux pas ouvrir cette porte-là parce qu'elle serait trop longue, mais en tout cas, se rappeler que c'est un privilège aussi d'être artiste et battons-nous en fait pour créer un monde dans lequel on puisse continuer à faire ce qu'on fait, quoi. Voilà. C'est trop bien, merci. Et justement, si tu pouvais avoir la toi d'il y a quelques années, juste avant qu'elle commence son cursus au conservatoire, qu'est-ce que tu lui dirais? Oh là là. Ça, c'est la question un peu compliquée.
Je lui dirais pas de pas le faire parce que je peux pas imaginer avoir une vie différente de celle que j'ai eue. Enfin, ça me ferait trop déprimer de me dire que je suis en train de bosser à la Commission européenne aujourd'hui. Donc, parce que c'est un peu ce que j'étais partie pour faire à la base. Non, après, il y a des choix que j'ai faits qui n'étaient pas forcément les bons et je lui dirais certainement de ne pas refaire les mêmes. Mais en tout cas, je pense que je lui dirais. J'ai l'impression que tout le monde répond toujours ça à cette question, mais un peu fais-toi confiance parce que la voie que tu choisis. Enfin, moi, je continue à être persuadée que la voie que j'ai choisie est la bonne. Enfin, la voie de. En tout cas, c'est celle qui me correspond le plus par rapport à mon profil de compositrice, d'avoir envie de monter des projets qui ont quand même une certaine ambition. Enfin, voilà, là en ce moment, c'est un sextet, où il y avait le Grand Ensemble à l'époque, qui va un peu à contre-courant de ce qui est de l'attendu commercial du moment. Et du coup, je pense que l'instinct de. Parce qu'au début, j'ai eu une petite période où j'ai un peu essayé d'incarner l'attendu de la chanteuse. Et en fait, j'ai vite compris que c'était pas moi ça. En fait, je suis pas cette chanteuse qui va mettre une belle robe et qui va chanter du jazz. Et en fait, c'est pas ma personnalité. Et du coup, de plus aller dans quelque chose qui va correspondre à la globalité de ce que je suis. Et ça passe par le fait justement de monter des structures. Enfin voilà, moi j'ai un peu le profil de la fille quand j'étais enfant, j'avais pas d'amis parce que je sais pas, j'étais tout le temps dans mon coin et j'avais l'impression de vivre un peu sur une autre planète que les gens autour de moi. Mais par contre, quand j'avais des gens qui se retrouvaient un peu dans mon. Enfin, je sais pas, genre mon frère et une copine de mon frère, en fait, moi je jouais à la maîtresse. Enfin, j'avais besoin d'avoir ce rôle de ok, alors du coup on va faire ça, et ensuite on va faire ça, et ensuite regarde, je vais vous expliquer ça, et nanana. Donc voilà, donc en fait, moi c'est un peu mon profil de j'ai envie de monter des projets, j'ai envie de diriger des gens, j'ai envie de les mettre bien, j'ai envie qu'ils soient heureux d'être là. Et en fait, je pense que les choix que j'ai faits, malgré tout, c'est les bons pour être là où je suis. Donc finalement, je leur dirais yes, c'est cool, continue. Qu'est-ce que tu veux faire? Fais-toi confiance et ça va le faire. Après, peut-être qu'on me posera la question dans 10 ans, je dirais peut-être au secours, non, mets le plus d'argent de côté et ajoute-toi à une île et fais un bunker dessus. Et... Je sais pas. Franchement, je pense qu'on n'attendra pas 10 ans pour savoir comment le monde va tourner. Ça, c'est, Ouais. Du coup, tu parlais de projets. Est-ce que tu peux nous dire quels sont tes projets déjà actuels qui, j'espère, évolueront comme tu le souhaites et les projets à venir? Ou bien tu peux pas trop nous en parler? Oh bah si, bien sûr. Mon projet actuel, c'est le sextet Megilo, qui a sorti un disque il y a un mois maintenant. Est-ce que tu pourras me donner le lien pour que je le mette dans la description? Ouais, bien sûr. Bien sûr. Et donc le projet actuel, c'est de le plus possible faire jouer ce groupe parce que j'y crois beaucoup. Enfin, c'est une formation qui est assez... je vais oser dire le mot unique parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de groupes qui ont la même instrumentation. Mais donc avec 3 cordes, une flûte, enfin qui joue plusieurs flûtes et de l'ocarina, mandoline et moi-même qui chante et plein de chœurs. Et du coup, c'est un genre de formule qui est à la fois de la musique de chambre et en même temps très infusée de claves très rythmiques, d'improvisation. Enfin voilà, en tout cas, il y a toute cette culture un peu du jazz qui rencontre un peu la culture classique impressionniste. Et je crois vraiment en ce projet. En plus, il y a un côté assez décroissant. Enfin, du coup, c'est un groupe. Enfin là, quand on a fait notre concert de release party, on n'était pratiquement pas amplifié. Enfin, moi, j'avais quand même un micro. Mais à la limite, on pourrait. C'est un groupe qui pourrait ne pas avoir besoin d'électricité pour exister et on pourrait juste le poser quelque part et on ferait la même musique. Et ça nous arrivait déjà. Enfin, en tout cas, on répète, on est comme ça. Et je trouve qu'il y a un côté assez pas dans l'air du temps, mais j'aime bien ce truc de défendre un truc un peu alternatif qui peut jouer un peu partout, du moment qu'il y a une jolie acoustique, une jolie pièce, et de mettre des gens, et en fait on peut jouer de la musique, et en même temps qui sacrifie rien à mes exigences artistiques. Enfin, en tout cas, il y a vraiment un travail d'écriture qui est assez poussé, et puis les musiciens, enfin surtout musiciennes d'ailleurs, c'est pratiquement que des femmes, mais qui sont d'excellentes musiciennes. Enfin, j'ai vraiment le casting que j'ai, je pense pas que je pourrais trouver beaucoup d'autres gens qui pourraient aussi bien
assurer le rendu de cette musique. Donc, ouais, là, j'ai envie de défendre cette formule-là et de la faire exister un peu dans le paysage sursaturé des propositions. Donc, espérons que ça soit le cas. Et sinon, les projets futurs, en fait, j'ai envie de dire, ça dépendra. Alors, évidemment, j'ai des idées, hein, j'en ai plein. J'aimerais bien faire un autre répertoire pour mon quintet qui s'appelait Ophelia Rebirth. Donc, c'était un quintet plus, il y avait plus au côté pop expérimental. Là, pour le coup, quand même avec de l'électricité, parce qu'il y a une guitare électrique, des effets, enfin, guitare électrique, guitare acoustique, violoncelle, contrebasse, chant. Et ça, j'avais trouvé ça super intéressant de travailler sur cette musique-là, donc j'aimerais bien réécrire un programme pour ça. Et puis voilà, j'ai d'autres idées, j'en ai plein, mais tout dépendra un peu des moyens que j'ai. Malheureusement, mon grand ensemble, pour l'instant, il est complètement au point mort parce que c'est impossible de trouver des concerts. Et puis, je me sens pas de relancer une création, de réécrire de la musique sans avoir d'accompagnement. Donc, si j'arrive à trouver une salle, un lieu qui mette des ressources à ma disposition, bah là, peut-être je referai quelque chose. Mais sinon, je vais pas faire ça de rien. Donc, mes projets, c'est Suivez-la sur un Instagram. peu au fil de l'eau. Là en ce moment, mon dernier projet qui date de ce week-end, c'est que j'ai fait un Monopoly du jazz. Ah mais oui, j'ai vu les petites cartes et tout. Voilà, donc voilà, des fois j'ai des idées comme ça. Enfin, comme je dis, hein, j'ai fait un jeu vidéo, c'était un peu sur un coup de tête. Hein. Mais du coup, voilà, j'ai un peu ce truc de putain, mais ce serait trop une bonne idée. Je prends mes ciseaux, machin. Du coup, j'ai fait mon Je crois qu'il veut dire quelque chose. Tu veux dire quelque chose? Non, mais justement, par rapport à ce jeu de Jazzopoly, on sait comme Nenette t'avais mis. Enfin, t'avais posé une question par rapport à des suggestions de cartes. Ouais. Et moi, j'avais carrément mis une carte avec à la clé 200 billets. Ouais. Donc, Oui, tu m'avais parce dit. que c'est un peu le rêve de faire un sold out. Si tu fais sold out sur ton concert, Ah, mais je sais, ce serait vraiment. trop irréaliste, on va pas le mettre en jeu. Désolée. Non, mais c'est vrai que c'était un peu réaliste, mais je me suis dit, oh là là, le rêve. C'est comme quand tu t'arrêtes sur la case départ et que tu touches 2 fois plus de sous. Enfin. Donc, ouais, On peut pas l'appliquer à la vie réelle, s'il te plaît, on saute sur des cases et ça se réalise vraiment, ça serait trop bien. Ouais, voilà, à chaque anniversaire, tu doubles ton capital. Non, mais ouais, mais du coup, là, j'étais à moitié en train de me renseigner pour voir si je pouvais pas le faire imprimer. Enfin, ça serait une trop vraie bien. version. Honnêtement, je suis vraiment partant pour jouer à ce jeu. Ouais, mais j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit ah, mais c'est génial. Il y a même quelqu'un qui m'a dit mais si tu vends 300 €, je te l'achète. J'étais là, non, mais je vais pas te vendre 300 €. Mais par contre, essayer de trouver une façon d'en imprimer, je sais pas, même une trentaine en vrai. Hein, enfin. Au moins juste pour voir si ça marche et peut-être le développer si c'est le cas. Ouais, mais le problème c'est que c'est possible hein, de faire des monopolies personnalisés, mais en général c'est minimum 300 exemplaires, voire des fois même plus. C'est des mairies qui font ça, par exemple avec les villes de leur. Enfin, les trucs de leur ville et tout ça. Mais voilà, donc qui sait les futurs projets. En tout cas, c'est sûr que c'est pas des projets où je vais gagner de l'argent, mais en tout cas des projets qui vont m'épanouir à titre personnel. Oui, bah ça quand même, il y en aura, j'imagine. Et une dernière question, quelle est ta vision de l'artiste de demain? Alors, ma vision de l'artiste de demain. Eh ben, moi je pense que l'artiste de demain, c'est pas l'artiste qui faisait rêver hier. En tout cas, je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont arrivés dans ce métier avec un fantasme de ce qu'est un artiste qui réussit, qui est complètement obsolète et qui est complètement incompatible avec le monde de demain. En tout cas, nous les artistes, moi quand j'étais petite, en tout cas que j'écoutais, c'était des artistes qui faisaient des tournées dans le monde entier. Bon, moi j'écoutais du jazz, donc c'était pas non plus Led Zeppelin ou je ne sais quoi, hein, ça reste, mais quand même pas de Metheny Group. Moi j'ai beaucoup écouté ça quand j'étais enfant. Et voilà, c'est un groupe qui a fait des milliers de dates dans le monde entier. Et du coup, forcément, on a cette imagerie un peu de l'artiste inaccessible, dans une immense salle avec plein de public, des projecteurs. Et pour moi, cette vision-là de l'artiste, elle est complètement...
en fait, l'artiste de demain, ce sera pas cet artiste-là. Parce que bon, si les choses se passent comme on imagine qu'elles vont se passer, ça va devenir complètement hors de prix et infaisable de prendre l'avion d'ici peut-être 10 ans. Enfin, bon, en fonction de la géopolitique, ce sera peut-être 20, mais bon, en tout cas, à un moment, il n'y aura plus de pétrole, donc ce sera très compliqué. Voilà, donc en fait, non, l'artiste, c'est... Moi, je pense qu'il faut re-glamouriser l'image de l'artiste local, en fait. L'image de l'artiste, c'est pour ça que je suis assez fière d'avoir un projet complètement acoustique aussi, c'est de se dire, de revenir à un petit format de transmission de la musique d'une personne à l'autre, en fait. Parce que, en fait, si on regarde l'histoire de la musique, il y a un truc assez drôle qui est arrivé, c'est que au début, la musique était jouée que acoustiquement, avant l'électricité, évidemment. Et à un moment, on s'est dit, bon, allez, on va mettre un peu on va mettre des... Attends, c'était quoi? J'avais lu ça, je trouvais ça assez... C'est qu'en fait, du coup, tu vas rajouter une amplification pour que la personne t'entende plus, mais du coup, tu vas avoir plus de gens qui vont venir. Donc, comme il y a plus de gens, il faut mettre non seulement le micro, mais il faut mettre aussi la grosse enceinte, voilà. Donc, du coup, tu fais venir encore plus de gens. Donc, tu as toujours ce truc de faire des systèmes encore plus puissants, encore plus puissants, encore plus puissants, mais qui, de toute façon, font que du coup, tu as encore plus de monde qui se concentre sur... Et en fait, ça, on sait que plus les festivals sont énormes, plus les salles sont énormes, plus c'est exponentiellement polluant, en fait. Il vaut mieux... Enfin, si tu as un festival de 20 000 personnes, en termes de bilan carbone, de gens qui prennent la voiture pour aller au festival et rentrer chez eux, plus la pollution générée par le fait de faire ça, plus toutes les lumières, le son, enfin tout le matériel qui est utilisé pour sonoriser cet immense concert de 20 000 personnes, en fait, il vaut mieux faire... combien j'ai dit 20 000 personnes? Il vaut mieux faire 200 concerts de 100 personnes, ça polluera moins que de faire un concert de 20 000 personnes. Ouais, donc c'est fou. Oui, parce que justement, le dispositif, qu'il soit sonore ou le dispositif de lumière, sera plus important dans le concert de 20 000 personnes que dans les concerts de 100 personnes. En fait, c'est assez contre-intuitif, mais j'avais vu une étude, je crois que c'était le CNM qui avait fait, ou c'était peut-être Arviva, enfin il y a des associations en fait, qui réfléchissent à ces questions-là, et qui démontraient, alors peut-être que ça ne s'applique pas, là peut-être que 20 000 personnes c'est un peu un cas limite, je ne sais pas, mais qui démontraient, en tout cas par des chiffres, que c'était toujours plus respectueux de l'environnement de faire de faire plus de concerts de moins de gens que de faire des énormes concerts. Oui. Et du coup, pour moi, l'artiste de demain, c'est ça. Et c'est un artiste qui, du coup, va reprendre un rôle dans la vie publique aussi. Enfin, que l'artiste va pas être juste le ménestrel, la distraction, voilà, où les gens ont dit ok, on vous met des artistes pour que vous pensiez pas à vos droits et que ça vous endorme un peu, mais que ça, avec le rôle plus politique, passeur, faire réfléchir les gens et en même temps les recréer, essayer d'avoir une vraie connexion humaine et acoustique et vibratoire. Enfin, ça fait un peu New Age ce que je dis, mais en tout cas, à l'échelle d'un concert, de créer un peu cette bulle d'émotions diverses qui s'entremêlent et qui font du bien à des gens qu'on voit de visio, quoi. Je sais pas. En tout cas, moi, j'ai envie de penser que les artistes, à un moment, ça va devenir ça. Et que ce truc un peu... Parce qu'en plus, sincèrement, mais après, c'est pas du mépris, hein, mais c'est juste que moi, j'arrive pas trop à comprendre l'expérience. En plus, mon frère, il me dit que lui, il adore les moments comme ça. Donc, voilà, il y a des gens qui adorent les moments comme ça. Mais moi, ce truc de dire d'aller dans un immense concert où en fait, t'entends rien, ça hurle de partout. Je l'ai fait des fois, où je sais pas, t'as des gens partout. Tu comprends rien de ce qui se passe, mais alors certes il y a cette espèce d'énergie un peu de liesse collective, mais pour moi c'est, je sais pas, c'est peut-être parce que je suis vieille maintenant. Perso, je peux pas le faire, j'ai la phobie de la foule, donc c'est clair. Voilà, mais pour moi ce truc, puis avec vraiment une espèce de hiérarchie entre la masse de gens et l'artiste qui incarne une espèce d'idéal, en fait, moi, ça me parle pas du tout, cette façon de transmettre. Et du coup, voilà. Du coup, c'est pas ça pour moi, l'artiste de demain. J'espère que c'est pas ça. Et j'espère que c'est pas non plus l'artiste derrière ses écrans. J'espère qu'il y aura encore du contact. Ouais, voilà. Parce que l'artiste de TikTok, au secours, quoi.
Au secours, ouais, je suis d'accord. Alors que pourtant, c'est ce qu'on nous bassine, avec ça, enfin même le CNM, même enfin, les institutions aujourd'hui, les programmateurs, en fait, ils regardent les scores de réseaux sociaux que tu as. Enfin, en fait, si tu n'as pas de présence numérique, tu n'existes pas aujourd'hui. Et du coup, les pauvres artistes, ils font ça parce que tout le monde leur dit mais il faut que vous fassiez ça, il faut que vous ayez des followers, il faut que vous ayez des fans, il faut que vous... nanana. Mais non, mais c'est pas... Enfin, c'est pas de la musique, quoi. Enfin, je sais pas, ça remplacera jamais ce que tu peux ressentir dans une salle de concert. Mais c'est malheureusement, entre guillemets, obligatoire pour pouvoir avoir des dates, pour pouvoir... Enfin, il y a toujours le choix, mais si ton but c'est de te produire, tu es techniquement obligé d'être présent sur... C'est triste, mais... Et dernière chose que je vais dire par rapport à l'artiste de demain, mais je vais parler un tout petit peu de l'IA, parce que c'est tellement arrivé vite. Je pense que l'IA, alors moi je suis à 100% contre l'IA générative, je pense comme pas mal d'artistes, mais je pense que ça va obliger, alors le rêve ce serait qu'on légifère à l'échelle mondiale et qu'on interdise l'IA générative, mais malheureusement j'y crois pas. Déjà, appel à tous les artistes, n'utilisez pas l'IA pour faire vos affiches de concert. Enfin, je veux dire, ok, on est contre parce que en tant qu'artiste, en tout cas en tant que musicien, ça nous fait chier de voir des morceaux générés par IA musicaux. Mais du coup, ne soyons pas de mauvaise foi et n'utilisons pas le résultat du pillage du travail des artistes graphistes, par exemple, pour notre propre gain non plus. Enfin, soyons cohérents quand même sur toute la ligne. Mais je pense que l'IA, ça va aussi obliger les gens à justement à créer un peu de l'originalité et de l'inouï. Enfin, je pense que ça va aussi un peu tirer vers le haut le niveau de ce qui est attendu des vrais artistes parce que l'IA arrive à faire des trucs qui ressemblent à effectivement 90% de ce que tu écoutes à la radio. Bon, un peu sans âme et tout, mais en tout cas, vu que l'IA vole le travail de gens, l'IA, elle a rien inventé. L'IA, c'est juste de la récupération de ce que des vraies personnes ont fait. Donc, au final... Et de l'entraînement. Oui, voilà. Mais en tout cas, dans mon milieu artistique à moi, où quand même il y a un artisanat qui est un peu nécessaire pour arriver à jouer comme on joue, à écrire la musique comme on l'écrit, la pensée artistique, à développer un projet un peu original qui va raconter quelque chose de particulier, on est un tout petit peu plus à l'abri de l'IA que d'autres esthétiques qui sont un peu plus, qui ont des codes un peu plus identifiés et peut-être un peu plus... que l'IA peut plus facilement reproduire. Mais voilà, du coup, ça pose aussi la question de ce qu'on a envie de mettre là-dedans pour continuer à ce qu'il y ait une dimension humaine à ce qu'on fait, quoi. Et je sais pas trop comment conclure cette conversation parce que ça me fait très très peur en fait, autant pour nous que pour les gens en fait, que pour les auditeurs. Et maintenant, je crois que en fait, j'ai jamais les bons chiffres. Quand j'ai envie de donner des chiffres parce que je me renseigne pas mal, donc j'ai pas mal de chiffres, mais en fait, c'est jamais les bons. Mais en tout cas, si on regarde la part de l'IA sur les plateformes, c'est passé de... alors, ce sera pas les bons chiffres, bon, tu pourras corriger sur le truc, je sais pas. Mais c'est un truc, genre, c'est passé de peut-être 2% à 30%, quoi. Enfin, en tout cas, ça... Énorme, quoi. Ça, un énorme gap. Ouais, ça a vraiment explosé en quelques années. Et du coup, faisons attention à ne pas se faire complètement bouffer. Bon, de toute façon, les plateformes, c'est pas ça qui nous fait vivre, mais voilà, l'artiste du futur ne sera pas l'IA. Non, faisons gaffe, s'il vous plaît. En tout cas, merci beaucoup parce que franchement, via les 4 catégories qu'on a pu voir, on a appris beaucoup de choses. Donc ça, c'est aborder pas mal de sujets. Donc c'est vachement bien. Je sais pas s'il y a un truc que tu veux rajouter ou pas, t'es pas obligé, mais... j'ai rien qui me vient comme ça. J'ai un peu envie de dire force à vous tous et vous toutes. En tout cas, merci beaucoup pour ta participation et tous les éléments que tu as pu nous partager. C'est incroyable. Merci. Je mettrai les liens vers tes réseaux sociaux si ça te convient. Ok. Qu'on puisse avoir le lien vers ton album, etc. Donc, et tout ce que tu pourras faire plus tard si tu le partages. Ok, super. Merci beaucoup.
Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre ça en commentaire, à nous poser vos questions et surtout à nous dire si dans les prochains épisodes vous voulez écouter de nouveaux artistes. À bientôt!